Au sein de l'héritage martial imprégné de mystère et de sagesse millénaire de l'humanité, résident les arts martiaux chinois. Parmi ces nombreux styles de combat mêlant poing et acier, on y trouve le majestueux Guandao. Arme mythique, imprégnée de légende. Une arme transcendant le temps, littéralement d'ailleurs, vous verrez, insufflant l'esprit des guerriers chinois dans chaque courbe de sa lame et dans chaque mouvement gracieux de son maniement. Pour ce premier pas dans le sanctuaire sacré de la tradition guerrière chinoise, laissez-moi vous guider dans le tourbillon des attaques du Guandao. Résonnant comme un hymne aux anciens royaumes et aux légendes immortelles qui ont tissé la toile de l'histoire orientale. Parce que bon, ici on parle d'armes européennes, d'armes africaines, d'armes japonaises, voire même des armes aztèques, mais on ne s'est jamais attaqué à un pays qui possède pourtant une histoire martiale extrêmement riche, la Chine. S'il y a bien un pays qui fascine par ses nombreux arts martiaux avec ou sans armes, c'est bien lui. Entre le Kung Fu, le Wing Chun, le Bai Ji Quan et j'en passe... J'en passe? Je le connaissais pas celui-là. Bref, la plupart du temps, quand on pense arts martiaux et bagarres, on va penser à la Chine. Et c'est notamment beaucoup dû aux nombreux films d'arts martiaux hongkongais qui ont évidemment grandement popularisé cette imagerie dans nos petites têtes blanches. Le premier qui me vient en tête est évidemment Tigre et Dragon, mais on peut aussi citer le superbe film Les Secrets des Poignards Volants, qui mettent bien en avant la diversité des armes chinoises. Bon, de manière peut-être un petit peu abusée, j'en conviens. Et quelle meilleure arme pour entamer ce voyage que le majestueux Guandao? Le Guandao, c'est une légendaire arme d'ast chinoise, également orthographiée Guandao ou Guandao. Cette large lance ressemble énormément à une arme européenne, le glaive. Et non, je ne parle pas de la petite épée romaine, mais du glaive. Une arme que j'ai pu vous présenter dans ma première vidéo avec le musée de l'armée. Le Guandao est généralement doté d'une lame large et incurvée pour couper et d'une pointe acérée pour mettre de belles estocades. Son faux tranchant comporte une encoche en forme de crochet, probablement utilisée pour piéger l'arme d'un adversaire ou faire des crochetages à la manière d'une guisarme. C'est ça une guisarme. Mais on verra plus tard pour les détails techniques. L'image qu'on a le plus souvent en tête est celle des Guandao présentant également des gravures symboliques de dragons. On en a même pas mal datant de la dynastie Qing, qui avait la lame directement tenue dans la gueule d'un dragon. Et faut avouer que c'est sacrément classe. Mais enfin là, je vous parle de dynastie, de machin et de trucs, on va quand même s'intéresser au contexte d'apparition de cette arme, si vous voulez bien. Pour cela, il faut aller au 3e siècle de notre ère pour arriver en Chine à un moment où... c'était un peu le bordel. La dynastie Han est dans la sauce, mais en même temps c'est normal, elle est nulle. Et trois puissances se disputent le contrôle du pays, le Wei, le Shu et le Wu. Déployant de puissants guerriers au pouvoir exceptionnel et aux armures improbables, massacrant des centaines de guerriers sans sourciller. C'est pas plutôt la version des Dynasty Warriors, ça? Si, mais j'ai envie que ce soit vrai. Parmi ces nombreux guerriers prestigieux, on y trouve le légendaire Guan Yu, général de l'armée du Shu. Il est dépeint dans le fameux roman La Romance des Trois Royaumes, écrit au XIVe siècle par l'écrivain Luo Guanzong, comme un guerrier héroïque, presque surhumain, maniant une arme unique et puissante, notre fameux Guandao. Formant un trio fraternel avec le leader du Shu, Liu Bei, et Zhang Fei, il participe à de nombreuses campagnes militaires, se faisant reconnaître pour son habileté et sa force, ainsi que son honneur et son intégrité. C'est un personnage hautement important dans la culture chinoise. Pour faire un parallèle avec la France, ce serait un petit peu notre Vercingétorix ou notre Jeanne d'Arc. Et pour cause, en 1594, l'empereur de la dynastie Ming a canonisé Guan Yu. Il devint ainsi un dieu de la guerre nommé Guandi ou Guangong. Il est considéré, à l'image de Guan Yu de son vivant, comme un symbole de bravoure, de loyauté et de droiture. Qui a un peu trop abusé sur les séances du V vu comment il est rouge. Il est vénéré dans le confucianisme, le bouddhisme, et son image apparaît dans de nombreux sanctuaires taoïstes. Bref, le mec il est full balèze de ouf, et en plus faut avouer qu'il a un swag assez incroyable avec ses gros muscles et sa longue barbe. On a envie de voir Kratos aller péter la gueule au panthéon chinois pour se battre contre Guan Yu. Je pense que ça serait vraiment classe. Et le Guandao de Guan Yu porte un nom d'ailleurs, la lame de croissant du dragon vert. En tout cas, d'après la légende, cette arme pesait 18 kilos. Et oui, ça fait un gros croissant. Évidemment, c'est une exagération littéraire, car cette arme, soi-disant imposante et lourde, renforce le symbolisme de force, de courage et de bravoure de Guan Yu. Bon, pour résumer un tout petit peu sa vie dans la période des Trois Royaumes, et attention, là je vais vous faire un énorme résumé. Comme je vous l'ai dit, Guan Yu rencontre Liu Bei et Zhang Fei dans le comté de Zuo et jure un serment fraternel de soutien mutuel. Guan Yu devient l'un des principaux généraux de Liu Bei et participe à plusieurs campagnes militaires pour restaurer la dynastie Han, combattant aux côtés de Liu Bei contre les seigneurs de guerre rivaux et les armées ennemies. Il prend notamment part à la célèbre bataille de la Falaise Rouge,
D'ailleurs, il y a un excellent film sur le sujet, alors je ne pense pas qu'historiquement le film soit très fidèle, mais c'est un bon film d'arts martiaux, voilà, que je vous conseille. Lors de cette bataille, le Shu et le Wu de Sun Quan s'allient pour affronter Cao Cao, le leader du Wei, qui devait du coup beaucoup aller à la salle, vu que c'est le leader du Wei. Truc là pour avoir des gros muscles. Bien que la bataille se termine par une victoire pour l'alliance de Liu Bei et Sun Quan, Guan Yu est capturé par Cao Cao lors des affrontements. Celui-ci, durant sa captivité, sera contraint de servir Cao Cao. Mais il reste fidèle à Liu Bei et finit par être relâché. Après sa libération, Guan Yu continue de servir Liu Bei en tant que l'un de ses généraux les plus fiables et respectés. Parmi ses actions importantes, le Grand Barbu mène une campagne réussie pour capturer la région stratégique de Hanzhong au nom de Liu Bei, consolidant ainsi la position de celui-ci dans la région. Puis Guan Yu est trahi et capturé lors d'une embuscade à Maisheng, ce qui mène à son exécution par ordre de Sun Quan, le seigneur de guerre de Wu. Oui, parce que cette période est faite de multiples alliances et trahisons, donc c'est normal qu'il y en a qui fassent des coups de pute à d'autres alors qu'ils étaient alliés avant, bref. Période compliquée, tension, tout ça, voilà. Bref, une vie épique qui se conclut par une fin dramatique, mais Guan Yu aura su faire parler de lui dans les batailles, armé de son puissant Guandao. Sauf que, et là je vais peut-être casser votre délire, mais il y a très peu de chances qu'il ait utilisé un Guandao. Tout simplement parce que ça ne devait certainement pas exister à l'époque des Trois Royaumes. On n'a effectivement aucune preuve de l'existence d'une telle arme durant l'Antiquité chinoise. Les représentations artistiques de l'époque sont extrêmement rares, et ne représentent pas Guan Yu utiliser une arme en particulier, encore moins un Guandao. Et on se concentre davantage sur sa figure générale et historique. Et c'est justement après la publication de la romance des Trois Royaumes au XVIe siècle que Guan Yu sera associé à cette arme. D'ailleurs, l'érudit Tao Hongjing, ayant vécu entre le 5e et le 6e siècle, dit que Guan Yu aurait fait forger 2 sabres dans un minerai qu'il aurait récolté lui-même dans la montagne de Wudushan. Bon, il y a quand même 2 siècles d'écart, donc pareil, hein, ce n'est pas un contemporain qui témoigne directement des armes utilisées par Guan Yu, mais tout ça pour dire que finalement, il y a peu de chances qu'il ait utilisé un Guandao. Et oui, je sais, déception. En tout cas, par rapport au Guandao, voici ce qu'il en est historiquement. On pourrait remonter les traces de cette arme plutôt au XIe siècle, notamment dans le manuel militaire Yujing Zhongyao, sous l'appellation de Yan Yuadao, ce qui signifie l'âme de lune couchée, voilà, toujours dans la poésie. Hein. Pour la petite histoire, ce manuel couvre un large éventail de sujets, allant de navires de guerre aux différents types de catapultes. Et petite histoire, dans la petite histoire, il contient les premières formules chimiques écrites connues de la poudre à canon. Ouais. Dans tous les cas, on est plutôt sur une arme totalement médiévale et pas du tout antique. Et le terme Guandao n'est arrivé que lors de la dynastie Qing au XVIIe siècle. Entre le XVIIIe et le XIXe siècle, on peut d'ailleurs voir dans les textes militaires des Qing sur la réglementation de la production d'équipements militaires que l'arme est désignée sous le terme Shunqiudao, ce qui signifie lame printemps-automne. Il devait certainement y avoir une collection été-hiver, mais j'ai pas trouvé. Ce qui est intéressant avec le Guandao, c'est qu'on peut distinguer vraiment 3 contextes d'utilisation totalement différents. Le contexte d'entraînement et de cérémonie, celui des arts martiaux traditionnels chinois et bien sûr celui de guerre. Nous allons d'abord voir à quoi ressemblaient les modèles tournés pour la vraie bagarre, mais bon, ça va aller assez vite. Dans les règlements de la dynastie Qing, le Guandao avait une longueur de lame d'environ 80 cm et une longueur totale de 233 cm, ce qui en fait plus ou moins la taille d'une hallebarde en fait. Son poids variait en fonction de son utilisation, vous vous en doutez, mais ceux destinés au combat pesaient évidemment moins de 5 kg. Et évidemment, vous n'êtes pas surpris, déjà rien qu'une arme d'as de 5 kg, c'est beaucoup trop lourd. Et on retrouve même des modèles très légers faisant 500 grammes. Donc tout ça pour dire qu'il y avait une grande diversité de morphologie dans les lames de Guandao, d'où la fourchette assez importante. À ce stade, c'est plus une fourchette, c'est un trident. C'était mieux dans ma tête, cette réflexion. Et au niveau de son contexte d'utilisation guerrier, bon, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On n'a aucune description probante. Mais au vu de son apparence et de sa forte ressemblance avec le glaive et d'autres armes telles que la hallebarde, on peut imaginer une utilisation en formation ou alors une arme de protection d'autorité. On pourrait aussi imaginer une utilisation à cheval, car de nombreuses armes d'ast asiatiques ont été utilisées dans ce contexte. Je pense notamment au naginata du côté du Japon, ou le jishang pour les Coréens. D'autant que le Muye Dobo Dongji, un traité d'armes coréen qui serait d'ailleurs basé sur les traités d'armes chinois de la dynastie Ming, fait état de l'utilisation d'armes d'ast à cheval pouvant s'apparenter au Guandao. Bon, de toute façon, ça paraît assez logique finalement.
Et petite anecdote totalement inhabituelle, mais nous avons un contexte moderne d'utilisation à la guerre de Guandao. Et oui. Presque un petit peu comme les hallebardes de l'armée pontificale. Bon, sauf que là, c'est dans un cadre très particulier. En effet, des soldats chinois armés de guandao et d'uniformes de combat modernes ont été photographiés près de la ligne de contrôle effective avec l'Inde, où un accord en 1996 entre l'Inde et la Chine interdit l'utilisation d'armes à feu dans cette zone. Et je dois avouer que cette image est très chelou, on dirait un très mauvais RPG post-apo. En tout cas, on a fini avec le contexte de guerre. Maintenant, passons au contexte d'arts martiaux traditionnels. Le guandao est utilisé assez fréquemment dans le wushu contemporain dérivé de la forme Shaolin ou Wudan Guan des arts martiaux d'époque moderne. Selon la pratique contemporaine du wushu, le but du guandao est davantage de désarmer un adversaire et de dévier les coups que d'attaquer. Cependant, rien ne prouve qu'il s'agit d'une représentation authentique de l'utilisation de cette arme. Et en règle générale, en ce qui concerne le guandao, la lame est plus large et lourde que les modèles de guerre, et la manière de l'utiliser est relativement différente, en tout cas j'imagine, vu que je vous ai dit qu'on n'avait pas vraiment d'idée précise. En effet, les arts martiaux chinois contemporains mettent l'accent sur des mouvements de coups puissants et sur l'élan de l'arme pour maintenir la lourde lame en mouvement à travers une série de coupes tournoyantes. L'un des arts martiaux utilisant beaucoup le guandao est également le Tai Chi Quan du style Shen. Le fondateur du Tai Chi Quan de style Shen, Shen Wangting, préférait le guandao comme arme. Shen Wangting était un général de la dynastie Ming et un érudit de la dynastie Qing, parce que les deux se sont chevauchés. Dans la province de Shandong, il était le maître des arts martiaux. Comme il maîtrisait le guandao et qu'il portait une longue barbe, il reçut d'ailleurs le surnom de second maître Guan, en référence à Guan Yu. Le Tai Chi Quan du style Shen est l'un des arts martiaux chinois les plus dynamiques dans lequel le guandao aide le pratiquant à maîtriser différents mouvements. Outre les formes de main et les exercices debout, les pratiquants s'entraînent au maniement des armes. Le combat au guandao comporte 13 techniques fondamentales, principalement des mouvements de hachage et de tourbillon autour des bras. C'est une forme de combat assez complexe, du fait du poids encore assez important de l'arme, mais bon là on est vraiment sur un enchaînement de techniques visuelles et de postures à maintenir, et il n'y a plus grand chose de réellement martial dedans, en tout cas pour le combat. Mais enfin là on reste sur des modèles de guandao assez légers, voilà, c'est vraiment pour les petits bras. Ce qui n'est pas du tout le cas de notre dernier contexte d'utilisation du guandao. Et là préparez-vous, parce qu'on va être sur des chiffres mais débilement élevés. Ici on ne parlera plus de guandao mais de yukedao, qu'on peut traduire tout simplement par lame d'examen militaire. Il faut savoir qu'il existait des tests d'examen physique militaire lors de la dynastie Qing. Parmi ces tests, on avait le tir à l'arc lourd, Yukegong, le soulevé de poids impérial, Yukeshi, avec des poids allant de 100 à 150 kg, et enfin la pratique du guandao lourd, le fameux Yukedao. Le Yukedao, c'est vraiment pas le petit guandao. Certains modèles allaient de 48 à 72 kg. Donc autant vous dire que pour le combat, ça va pas être possible. Et je dois dire que c'est juste méga impressionnant de voir ce type faire de tels mouvements avec. Parce que oui, c'est encore une épreuve de force populaire en Chine aujourd'hui. Au-delà des examens militaires, le Yukedao servait aussi d'outil d'entraînement pour augmenter sa force. Mais là, on était sur des modèles un peu plus raisonnables, genre 18 kg. Et oui, je fais encore des guillemets avec les doigts. Bref, en explorant les origines de cette arme majestueuse, nous avons pu traverser les différentes époques de l'histoire de Chine, notamment lors des Trois Royaumes, où des généraux comme Guan Yu ont marqué de leur empreinte l'imaginaire collectif, au point de devenir un dieu, voilà, bon, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Bien que les preuves historiques de l'existence du guandao durant l'Antiquité chinoise soient rares, voire inexistantes, son héritage demeure indéniable, enraciné dans le folklore chinois. Du champ de bataille aux salles d'entraînement, le guandao a su se tailler une place de choix dans l'arsenal martial chinoise, que ce soit en tant qu'arme de guerre redoutable, objet de cérémonie sacrée ou instrument d'entraînement pour les arts martiaux. Il continue de fasciner et d'inspirer les pratiquants et les chercheurs. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette arme. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire. N'oubliez pas que si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous avez le KissKissBangBang en description. Et bien sûr, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord ou sur la chaîne Twitch Chikenito Entrée en lice. En tout cas, moi je vous laisse. Et en attendant la prochaine vidéo, gardez l'esprit affûté.